Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la vie sur les îles du Ponant, ces îles où le soleil se pose, une vie bien souvent rêvée, mais nous allons voir que ce n'est pas toujours si simple que ça. Nous sommes en direct de l'île d'Aix jusqu'à midi, émission diffusée simultanément en Poitou-Charentes et en Bretagne. Et en Bretagne parce que les Bretons sont arrivés en nombre sur cette île d'Aix à l'occasion de la 5e édition des Insulaires, le festival des îles du Ponant. Alors l'an dernier, c'est l'île d'Edic dans le Morbihan qui accueillait ces festivités. Cette année, c'est donc l'île d'Aix, la plus au sud des îles du Ponant, qui s'est mis en quatre pour organiser les festivités. On voit en image, il y a des concerts, il y a des fanfares, il y a des courses de godilles et puis bien sûr des débats tout au long de ce week-end. Avec nous sur ce plateau qui fait face à la mer, 4 invités. Alain Burnet, maire de l'île d'Aix, bonjour et merci de nous accueillir. Bonjour. Denis Paluel, maire d'Ouessant et président de l'association des îles du Ponant, bonjour. Avec nous aussi Louis Brigand, géographe, enseignant à l'Université de Bretagne occidentale. Vous êtes spécialiste des îles, bonjour. Et puis François Génaud, principal du collège public Michel Lotte sur Belle-Île-en-Mer, bonjour. François Génaud qui nous accompagnera sur la première partie de cette émission. Avant que Sylvie Groc ne nous rejoigne, Sylvie Groc qui est première adjointe au maire de l'Île-Dieu et par ailleurs présidente de l'association du Festival des îles du Ponant. Alors avant toute chose, je vous propose de voir en quelques chiffres ce que représentent les îles du Ponant. Ce sont 15 îles ou archipels, 6 départements et 4 régions, un ensemble de territoires où vivent près de 16 000 personnes. Et 12 de ces îles sont des îles bretonnes, on va les citer: Belle-Île, Groix, Ouessant, l'île aux Moines, l'île de Bas, Bréa, l'île d'Ars, Watt, Saint, Molène, Edic et les Glénans. Et puis il y a Chauzet dans la Manche, l'Île-Dieu en Vendée et donc l'île d'Aix, ici en Charente-Maritime. Louis Brigand, je me tourne vers vous. 15 îles du Ponant, certaines sont plus ou moins éloignées du continent, plus ou moins peuplées. Que de diversité, que de contraste quand on parle des îles du Ponant. Oui, évidemment, on a affaire en fait à une série d'îles qui sont très différentes sur deux critères géographiques. La superficie, la plus petite, c'est l'île de Saint qui fait une soixantaine d'hectares. La plus grande, c'est Belle-Île qui fait 8500. Et entre ces deux extrêmes, eh bien, il y a des îles qui ont des tailles différentes et donc des problèmes différents. Et puis l'autre critère, c'est l'éloignement par rapport au continent. C'est-à-dire que pour aller à l'île aux Moines, vous mettez 5 minutes. Pour aller à l'île de Saint, quand il y a un peu de vent, de la tempête et qu'on part de Douarnenez, on met 2 heures. Donc ça vous donne quand même une échelle des différences. Et c'est fondamental pour le reste. Parce qu'à Ouessant, chez M. Paluel, 25 km, c'est ça, du continent. Justement, Denis Paluel et vous, Alain Burnet, quel point commun finalement il y a entre vos deux îles? Vous êtes la plus au sud des îles du Ponant, vous à Ouessant, vous êtes tout là-haut là-bas face à l'océan. Est-ce qu'on peut vraiment avoir un dénominateur commun en dehors du fait que c'est une île, bien sûr? Bah écoutez, oui, parce que le fait qu'il y ait même ici un petit bras de mer qui sépare du continent ou une distance plus longue pour Ouessant, il y a ce qu'on appelle une rupture de charge, une discontinuité géographique, et ça change tout. Denis Burnet. Oui, les îles sont des terres entourées d'eau, et l'accès aux services publics, l'approvisionnement en eau, en électricité, la scolarité des enfants, la santé, le lien social et la problématique du logement notamment, l'entrepreneuriat sont des problématiques qu'on doit aborder différemment. Et c'est bien parce que vous faites notre entrée en matière. Je voulais quand même vous poser une question, François Génaud, parce que vous êtes un principal de collège et un insulaire à 100% depuis 2 ans. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis que vous vivez sur cette île de Belle-Île? Arrivant de l'Académie de Lille sur un établissement de 750 élèves, se retrouver avec 164 élèves cette année, dans une atmosphère beaucoup plus familiale. Tout le monde se connaît très vite finalement sur une île, donc la relation entre les personnes est un peu différente. Et cette j'allais dire proximité avec les habitants de Belle-Île, elle vous plaît? Ce lien-là vous plaît? Personnellement, oui, c'était un choix personnel et je parlerai d'une aventure humaine. C'est des choses qu'on peut vivre ailleurs, mais je crois que sur une île, elle est renforcée. Il y a un impact plus fort, je crois, du fait de vivre ensemble. Et Louis Brigand, d'une manière plus générale, comment est-ce qu'elle a évolué la démographie sur ces îles du Ponant? Alors à la fin du 19e, au début du 20e, les îles sont à leur apogée démographique. La dernière île qui voit sa population à son maximum, c'est l'île de Saint en 1936. Donc à partir de 1936, toutes les îles connaissent une chute de population. En l'espace d'une cinquantaine d'années, elles vont perdre la moitié de leur population.
Alors on note quand même depuis une dizaine d'années une stabilisation dans le déclin, voire pour certaines une augmentation de la population qui est liée à l'arrivée de nouvelles populations, les néo-entrepreneurs dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, et puis aussi le fait qu'il y a des retraités qui viennent s'installer. Donc c'est sous le fait de l'immigration en fait. On revient sur la diversité des différentes îles du Ponant. Est-ce qu'il y a des jalousies entre certaines îles Nous, on n'est pas jaloux du tout, puisque on est les meilleurs. Donc. Je rappelle, vous êtes de Ouessant, vous êtes le maire de Ouessant. Comme l'a dit mon collègue, on est toutes très diverses, mais on a vraiment des problématiques en commun. Et puis on a une association des îles du Ponant, qui est quelque chose de très original, une association d'élus qui existe depuis plus de 40 ans. Et on se retrouve régulièrement pour discuter, échanger nos expériences. Et voilà, il n'y a pas de jalousie du tout. On veut bien... Enfin, il y a une bonne relation entre vous. Voilà, vous êtes copains au sein de cette association. Il y a vraiment... On bosse, mais il y a vraiment des liens d'amitié, j'ai l'impression, très forts entre vous. Oui, je crois que c'est presque fraternel, je dirais. C'est le bonheur de se retrouver régulièrement. Alors pour le festival tous les ans, puis les élus, on a l'occasion de se retrouver 3 à 4 fois par an pour confronter notre insularité et puis trouver des solutions. Parfois on peut buter sur des difficultés et souvent on va trouver dans une autre île des solutions pour lesquelles on va essayer de s'adapter. Voilà. Et c'est toujours fait dans un esprit quelque part de conquête. On est toujours en train de conquérir quelque chose. Alors peut-être on sait pas, des fois on sait pas trop quoi, mais voilà, on progresse les uns les autres en se tenant bien par la main. Alors ce qui est vrai, c'est qu'on est des îles, mais en France, administrativement, on est considéré comme des communes comme les autres. Et ça fait partie quand même de nos combats, qui est une forme de reconnaissance comme de cette insularité, et qu'on ne soit pas obligé de dossier par dossier de porter nos demandes ou nos revendications. Et Alain Burnet le disait, vous partagez, vous mettez au commun vos expériences, vos problématiques respectives et votre partage d'expérience. Oui. Oui, sur énormément de domaines. Dernièrement, on a été très longtemps à l'île d'Aix confronté sur le problème de la santé, où on butait avec l'Agence régionale de la santé, on va en parler, bien sûr. Poitou-Charentes, et l'expérience bretonne et ce qui s'est fait en Bretagne avec l'Agence régionale de la santé de Bretagne nous a servi pour améliorer les conditions de santé sur cette île. Et on va justement en parler dans pas longtemps. On parlait de la diversité des îles et c'est peut-être cette diversité de chaque île qui attire les gens. Et parfois, Stéphanie, certains quittent même une île pour en trouver une autre. Et oui, s'installer durablement sur l'île de Groix, eh bien, c'est le choix d'Hélène. Hélène, elle est dentiste. Elle a quitté Marie-Galante pour reprendre le seul cabinet dentaire de l'île de Groix qui était inoccupé depuis 2 ans. Hélène s'est installée il y a 2 mois avec ses 2 filles et son assistante, elle-même maman d'un petit garçon, l'a suivie avec son fils. Voyez ce reportage d'Adélaïde Castier, de Philippe Quéroux. L'histoire est peu banale. Elles ont quitté une île de l'autre côté de l'Atlantique pour atterrir sur l'île de Groix. Vas-y, serré. Hélène est dentiste. Durant plus de 10 ans, elle a exercé son métier à Marie-Galante, en Guadeloupe, avec des conditions de travail proches d'un praticien qui exerce dans une grande ville. On était surchargés, on avait 4 mois de délai. Quand on arrivait le matin, il y avait 10 personnes en urgence qui attendaient devant la porte. Donc c'était tout dans le stress, on n'a pas le temps. On voit quelqu'un en urgence, mais on ne peut pas le revoir par la suite. Donc les soins traînent, les gens ne reviennent pas. C'est galère. Depuis cet été, Hélène a donc repris le cabinet dentaire inoccupé depuis 2 ans. Dans ses bagages, elle a également emmené son assistante, Marion. Je vous appelle suite à votre message. Les 2 jeunes femmes ont toujours travaillé ensemble. Lorsqu'elles ont décidé de revenir en métropole, comme une partie de poker, elles ont eu le cran de miser sur un endroit qui leur était inconnu. Elle a commencé à regarder donc, sur le site de l'ordre les cabinets qu'il y avait sur le continent, un petit peu ailleurs, et on est tombé sur celui-là, sur Groix. Et donc voilà, on est tombé amoureuse de Groix par photo avant d'y venir. Et quand on est arrivé à Groix, ça a juste été le coup de foudre, quoi. Bon, on se retrouve à l'école. La belle affaire, c'est donc que l'île de Groix a récupéré un dentiste, mais ça ne s'arrête pas là. Ah non, il n'y a pas le haut. Il n'y a pas l'histoire de la coccinelle, là.
Hélène est maman de 2 filles, Marion d'un petit garçon, désormais tous les 3 scolarisés à l'école privée de Saint-Tudy. On va dire que ces 3 élèves étaient très attendus, déjà pour l'effectif de l'école. C'est vrai que quand on a des petits effectifs, 3 petits nouveaux, c'est toujours une bonne nouvelle. J'ai envie de dire dans l'école et aussi dans la classe, parce que, comme vous voyez, le groupe de CE2 était un tout petit groupe. Il n'y avait que 3 élèves. Et du coup, 2 élèves en plus, c'est toujours une bonne nouvelle. Tu sais, on n'a presque pas travaillé. Arriver à Groix avec des enfants et un travail, forcément, ça facilite grandement l'intégration dans la vie de l'île. Si elle n'a pas encore traversé un hiver avec ses 2 filles, Hélène est confiante, l'insularité ne l'effraie pas. Moi, je me sens pas isolée parce qu'on rencontre toujours des gens qu'on connaît. On dit bonjour quand on fait ses courses, on prend des nouvelles des uns et des autres parce qu'on se connaît tous. Donc, je me sens bien dans ce côté vie en cocon, je me sens bien. Chaque année, ils sont peu nombreux à pouvoir tenter, comme Hélène et ses enfants, un emménagement à Groix. Et pourtant, l'arrivée de nouveaux insulaires est vitale. En 2015, seules 4 naissances ont été enregistrées sur l'île. Retour sur le plateau de cette émission spéciale consacrée à la vie sur les îles du Ponant. Louis Brigand, on entend assez souvent des gens dire qu'ils veulent tout quitter pour partir vivre sur une île. Pourquoi cette fascination de l'île ? Effectivement, dans les travaux qu'on a menés ces dernières années, on constate qu'il y a des populations qui sont attirées par les îles. Ça correspond généralement au souhait de reconstruire quelque chose, de s'inscrire dans un autre type de relation au territoire et aux autres. Reconstruire, ça veut dire quoi ? Après un problème d'emploi, de couple, oui, un deuil même, pourquoi pas ? Oui, tout à fait, c'est exactement, c'est des critères de ce type-là. Le profil type, c'est quelqu'un qui a entre 35 et 45 ans et qui a encore du potentiel, je dirais, pour faire des choses et qui va reconstruire autour d'un projet où l'île est vraiment au centre. Sauf qu'entre avoir envie et le faire, il y a quand même une marge et une sacrée différence. Oui, ça c'est clair qu'il est certain qu'il y a toujours un enthousiasme à l'idée d'aller faire quelque chose sur une île. Il y a toujours ce mythe de l'île qui est très présent et puis au final, il y a beaucoup d'écueils pour s'installer. Et cas concret chez vous, à Ouessant, Denis Paluel, quel est le profil de ceux et celles qui sont venus s'installer récemment ? Il n'y a pas vraiment de profil type. On voit effectivement des gens qui n'ont jamais vécu à Ouessant qui viennent. On a par exemple récemment une journaliste vietnamienne qui est venue avec sa petite fille et son mari. Et voilà, ils se sont installés, ça se passe très bien. Ils ont même ouvert un petit restaurant vietnamien sur Ouessant. Sinon, vous avez aussi pas mal de gens de l'île qui ont quitté l'île à une période de leur vie et qui reviennent prendre une affaire ou autre. Et est-ce qu'il y a, j'imagine aussi, des personnes qui arrivent sur une île, bon, on va dire Ouessant par exemple, et qui ne tiennent pas plus de 3 mois ? Parce que c'est rude, parce que c'est les tempêtes, parce que voilà, c'est particulier. Généralement, voilà, c'est des gens qui arrivent sans projet. Quelqu'un qui n'a pas de projet, ça ne tient pas très longtemps. On est confronté à ça. Aussi, il y a des personnes qui rêvent et qui fantasment sur les îles, mais la réalité n'est pas à la hauteur de tout ça. Même chose pour vous, Alain Burnet. Sur l'île d'Aix, il faut avoir un projet, sinon on ne tient pas sur une île, même si elle n'est pas très très loin finalement du continent. Oui, il faut un projet de vie, mais aussi un projet professionnel. Ça, c'est effectivement indispensable pour pouvoir s'installer dans la durée. On a eu le bonheur d'accueillir un couple avec 3 enfants qui ont repris la boulangerie, qui ne travaillaient pas dans ce milieu-là. Ils ont mis plus d'1 an pour préparer leur projet. Ils se sont formés, ils ont appris ce métier. Et maintenant qu'ils sont là depuis 4 ans, ils sont vraiment insulaires, très intégrés dans la population. Et je pense que leurs enfants ne voudront pas quitter l'île d'ici tôt. Et on l'a vu dans le reportage, la vie sur une île, l'un des facteurs déterminants, c'est l'école. On voit on a vu avec Hélène et Marion et leurs enfants l'arrivée sur l'île. Voilà, c'était important pour elles d'avoir évidemment pouvoir scolariser leurs enfants. Puis c'est très bien aussi pour les effectifs de l'école. Les brigands. Ah bah oui, c'est indispensable. Effectivement, l'école, le collège aussi, c'est essentiel pour le maintien des populations. Alors pour l'année scolaire 2016-2017, les îles du Ponant compteront, on a fait le calcul, 1466 élèves scolarisés sur les 25 établissements publics et privés des îles. C'est 126 élèves de moins que l'an dernier. François Génaud, c'est dû à quoi ? C'est dû à la génération née en 2000 qui part au lycée ?
Vraisemblablement, oui. Alors, sachant que sur Belle-Île, dans le collège que je dirige, nous, on a 10 élèves de plus. Voilà. Nous, on est à 164 élèves actuellement. Donc, on est plutôt sur des effectifs en hausse ces dernières années. Mais effectivement, je crois que ce qui est commun à toutes les îles, c'est que d'une année sur l'autre, on peut avoir de grandes fluctuations. Il y a une grande adaptabilité, j'imagine aussi, du corps enseignant, parce que voilà, sur les îles, le tempo, c'est la météo. Et j'imagine que pour l'équipe pédagogique, pour ceux aussi qui font des allers-retours entre l'île et le continent, il faut que le corps enseignant ait une grande adaptation selon les conditions météo. Oui, effectivement, sachant que alors sur Belle-Île, j'ai 2 tiers des effectifs d'enseignants qui sont sur Belle-Île, donc qui sont des locaux. Donc ça concerne surtout le tiers restant. Sur les autres îles du Ponant, ça peut être beaucoup plus compliqué au niveau de ce qu'on appelle nous le collège du Ponant, avec effectivement des liens très forts avec la météo. Denis Paluel, vous voulez intervenir sur les effectifs? Oui, tout à fait. Il y en a quand même qu'il existe aussi le collège justement, des îles du Ponant. Alors c'est vrai que Belle-Île, c'est une grande île avec beaucoup de monde, donc ils ont leur collège à eux. Mais sinon, il y a un collège avec son siège à Brest qui est disséminé. Oui, 92 élèves scolarisés sur le collège des îles du Ponant cette saison. Comment il a été créé? Racontez-nous. C'était au milieu des années 70 que ce collège atypique est né. C'est né sur le fait qu'on constatait qu'il y avait effectivement une hémorragie démographique qui était liée au fait que les parents partaient avec les enfants au moment de la 6e, quoi. Et donc du coup, l'idée très originale de fonder ce collège qui est basé à Brest mais qui relie différentes îles entre eux, a permis de pallier ce problème-là en partie. Et concrètement, sur votre île à Ouessant, le fait qu'il y ait ce collège des îles du Ponant fait que les gens partent pas prématurément de l'île, ils y restent. Tout à fait, parce qu'il y a eu une période, effectivement, il y a des familles entières qui sont parties, et donc ça c'est un élément essentiel pour freiner ces départs et maintenir une vie active sur l'île toute l'année. Oui. Alors pour que nos téléspectateurs comprennent bien la particularité de la scolarité sur une île, Alain Burnet, sur l'île d'Aix, il y a, je crois, 11 élèves cette année. Il y a 11 élèves à l'école maternelle et primaire, avec une institutrice et une aide maternelle. Oui. Et est-ce que le fait d'enseigner sur une île permet quelques souplesses de la part de l'Éducation nationale concernant, par exemple, l'emploi du temps des enseignants ou même des élèves ? Oui, alors sur un gros collège, entre guillemets, comme celui de Belle-Île, les élèves ont une scolarité assez proche de celle qu'ils auraient sur le continent. Sinon, notamment sur le collège des îles du Ponant, c'est un peu différent. C'est forcément une adaptation en fonction de la présence des professeurs. Concrètement, ça veut dire quoi, par exemple, Denis Paluel Écoutez, puisqu'on vous en plus de enseignants, donc. Tout à fait, oui. On est en pleine réforme du collège. Oui. Cette réforme, nous, on l'applique au quotidien naturellement, puisqu'il y a beaucoup d'interdisciplinarité, d'échanges entre les différents niveaux, et on sent même que les enseignants qui sont dans ce collège, c'est plus que des enseignants, ils s'intègrent dans la vie, c'est presque un vrai sacerdoce, et voilà. Alors après, il faut gérer les petits effectifs. Je vous donne un exemple, il y a une classe, il y a un seul élève. Alors il faut aussi s'adapter. Alors on mélange plusieurs niveaux, mais voilà, ça se passe très très bien. Et chez vous, avec aussi un petit peu plus de souplesse sur les programmes pédagogiques, on peut innover plus facilement? Alors on a la chance, oui, d'avoir un tissu associatif très très dense sur Belle-Île, et donc on essaye justement de pallier cet éloignement du continent avec ses ressources locales, et c'est à nouveau d'avoir des beaux projets, dont un qui va nous intéresser là prochainement dans les semaines qui viennent. Station spatiale internationale. Voilà, c'est ça, avec une relation avec la Station spatiale internationale qui se fera donc fin novembre, début décembre, en lien avec l'association astronomique de Belle-Île et les radioamateurs de Belle-Île. On n'a pas parlé recrutement des enseignants qui. Est-ce que d'une année sur l'autre, ça peut être compliqué? Ça peut être compliqué. Donc là, ces dernières années, j'ai une équipe plutôt stable. Mais il est vrai qu'avec mon collègue, d'ailleurs, Yann Le Pivert, qui dirige le Collège des îles du Ponant, c'est beaucoup de relations avec les instances académiques pour justement trouver parfois les perles rares qui acceptent de venir sur l'île, éventuellement sur plusieurs disciplines, ce qu'on appelle la polyvalence. Alors il y a les écoles sur les îles, puis il y a les collèges ou les lycées sur le continent. Alain Burnet, sur l'île d'Aix, il n'y a pas de collège. Le quotidien des élèves à partir de la 6e, c'est rythmé chaque jour par les horaires de la navette. Oui. Ça ne peut pas être évident quand même tous les jours. Les jeunes collégiens prennent le bateau à 7h15 le matin. Ils arrivent à 8h moins 20 sur le continent, à Fouras, et un minibus les prend en charge et les emmène directement, de manière à ce qu'ils puissent être au collège à Rochefort à 8h dès le matin.
On va continuer à parler des problématiques qui vous lient. Et l'offre de soins, la question de santé est l'un des grands enjeux sur ces îles. On va le voir tout de suite, Jérôme, avec le cas de l'île d'Aix. Oui, l'île d'Aix où le docteur François Laprade est le seul médecin. Un médecin tout simplement incontournable l'été lorsque les touristes affluent et franchement indispensable l'hiver lorsque les Iliens se retrouvent seuls, isolés du continent. Son portrait avec Yann Salin et Pierre Lahaye. Vas-y doucement, hein, s'il te plaît. Fin de saison pour le docteur Laprade. Fini la bobologie estivale des coupures d'huîtres et autres accidents de vélo. Bientôt, il va retrouver son rythme hivernal avec sa fidèle clientèle insulaire. Cela fait 3 ans qu'il s'est installé sur Aix. 250 habitants l'hiver, 10 fois plus l'été, jusqu'à 30 consultations par jour au plus fort de la saison. Être généraliste ilien, c'est une expérience particulière. Je suis effectivement ici l'été, 24 heures sur 24, donc du 15 juin au 15 septembre. Et après, je n'y suis que du vendredi soir au mardi midi. Et ça, c'est viable, ça, du coup? Ça, c'est viable à condition d'avoir une petite retraite. Une petite retraite, mais aussi une aide au maintien de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Il y a 3 ans, l'île s'est retrouvée sans quasiment aucune offre de santé. Autant dire qu'il a été accueilli avec beaucoup de soulagement par les Aixois qui apprécient forcément que leur docteur leur emmène leur traitement à domicile. Mais pas seulement. Un généraliste, c'est aussi du lien social des habitants qui reviennent et des économies pour la collectivité. Il faut dire que les gens qui sont sur une île sont des gens qui sont accueillants en général, qui peut-être demandent beaucoup. L'arrivée d'un médecin, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Il fallait à la fois fournir les outils aux médecins pour qu'ils puissent travailler correctement, convaincre l'ARS que la présence du médecin était un bienfait à la fois pour la santé des habitants de l'île, mais aussi les 300 000 visiteurs qui viennent dans cette commune, voilà, et aussi un bienfait pour les finances publiques. Voilà, parce que la présence d'un médecin permet aussi de faire de la prévention et permet de diminuer certains coûts pour la santé. Dans son sillage, le généraliste a réussi à convaincre 3 kinés, un dentiste et bientôt une infirmière à venir pratiquer sur l'île qui pourrait bien se doter à terme d'une maison médicale. Restera alors à trouver un successeur au docteur Laprade qui, dans 1 an, prendra définitivement sa retraite. Et retour sur ce plateau en direct de l'île d'Aix où Sylvie Groc nous a rejoint. Merci Sylvie, bonjour et merci d'être avec nous. Et merci à François Génaud, il n'est pas loin pour sa participation sur la première partie de cette émission. Sylvie, vous êtes première adjointe au maire de l'Île-Dieu. L'Île-Dieu, c'est la 2e plus grande des îles du Ponant, à 18 km du continent. On vient de voir un reportage sur la santé. Qu'en est-il de l'offre santé sur l'Île-Dieu ? Bien, nous avons beaucoup de chance parce que un médecin a créé une maison médicale depuis déjà une trentaine d'années et donc cette maison a permis de recevoir plusieurs médecins et depuis 2012 les médecins ont été salariés de l'hôpital de Châlons. Donc, ce qui nous a permis parce qu'on avait quand même beaucoup de mal à avoir des médecins, il nous faut, pour bien tourner l'été, il nous faut 7 médecins. Donc, c'était quand même très difficile de trouver des médecins. Et grâce à ce système, on a pu trouver des médecins. Et maintenant, on tourne relativement facilement avec 6 ou 7 médecins l'été. Et on en a quand même 4 à l'année. Alain Burnet, est-ce que vous avez trouvé un successeur au docteur Laprade ? J'espère que votre émission va nous aider. C'est fait pour ça. Ah, ça y est, l'annonce est passée. Bon, pour autant, dans 1 an, s'il veut rester 2 ou 3 ans, on va le garder. J'ai cru entendre qu'il pouvait peut-être un peu rallonger l'activité. Oui. Nous sommes tous très attentifs à sa santé. Et l'accès aux soins sur l'île de Ouessant, comment ça se passe concrètement, Denis Palouel ? Écoutez, on a un médecin généraliste qui est de garde 24 heures sur 24. Là aussi, c'est un vrai sacerdoce, c'est une personne qui a fait un vrai choix de vie, qui a fondé sa famille, qui a élevé sa famille sur l'île. Et après, quand il arrêtera, j'espère qu'on trouvera quelqu'un. Mais voilà, encore une fois, c'est pas qu'un médecin qu'il nous faut, c'est quelqu'un qui ait cet engagement total tel qu'il a pu l'avoir. C'est très important. Et on imagine que les difficultés d'ordre médical sont proportionnelles avec l'éloignement de l'île par rapport au continent. Et à ce niveau-là, Ouessant, qui je le rappelle, est à 1h30 de traverser en bateau, est l'île de tous les défis, non ?
Oui, et encore, nous on a la chance d'avoir un médecin. Vous avez Molène à côté qui n'a pas de médecin. Mais en cas de grosse urgence, là, c'est l'avion. Alors c'est l'hélico, c'est l'hélico ou le canot de sauvetage, parce qu'il y a des moments où l'hélico peut pas passer. Je dirais que ça s'est bien amélioré au niveau des évacuations sanitaires. Les autres grands soucis, eh bien, c'est quand même la prévention, l'accès aux soins chez les spécialistes, etc. Parce que quand vous voulez vous faire soigner, consulter un spécialiste, il faut passer 2 nuits sur le continent, et on voit qu'il y a un réel problème aussi de gens qui ne se font pas assez suivre, parce que c'est difficile quand même. Et Louis Brigand, Denis Paluel le souligne, d'une île à l'autre, là encore, les situations sont très contrastées. Il y a des îles qui n'ont même pas de pharmacie. Oui, c'est très contrasté. À Belle-Île, il y a un hôpital. Et il y a des îles, comme le soulignait Denis, comme Molène, où il n'y a pas de médecin. Donc effectivement, c'est très contrasté. Mais pour aller dans le sens de ce que dit Denis, il y a quand même un avantage quand on est sur une île par rapport à la médecine, c'est qu'effectivement, il y a l'hélicoptère, et des gens qui habitent dans des communes reculées, rurales, sont parfois dans des situations peut-être plus difficiles que les îles. Et des îles aussi naissent des idées, parce que là, si j'ai bien compris la situation, il y a de la téléconsultation aussi qui va se mettre en place à Ouessant notamment. On innove. Il y a un contrat local de santé qui va être signé avec l'Agence régionale de santé, qui prend en compte ces problématiques, et il y a des expériences de télémédecine qui se mettent en place à Ouessant, notamment à Bréa ou ailleurs, et voilà, c'est une adaptation encore une fois à cette situation. Et d'avoir une oreille attentive, tout particulièrement de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, de pouvoir travailler vraiment en partenariat avec eux. Oui, tout à fait. Ils ont bien mesuré le caractère très, très particulier des îles, et voilà, la santé fait aussi partie des choses. Alors il y a aussi toutes les questions liées à la dépendance pour les personnes âgées. Ça, c'est des vrais soucis, parce que avoir une maison de retraite aujourd'hui, dans les conditions économiques, il faut des grosses structures qui n'existent pas sur les îles. Donc voilà, on fait appel aussi beaucoup à l'aide à domicile, à la solidarité entre les gens au quartier. Si vous avez dans un quartier quelqu'un qui n'a pas ouvert ses volets, je peux vous dire que on est tout de suite prévenu, et ça permet parfois d'ailleurs d'éviter des choses plus graves. Et d'être réactif. Alain Bionnet, on a vu votre médecin, mais il n'y a pas toujours eu de médecin sur l'île d'Aix. Il n'y a pas toujours eu de médecin, non. Pendant combien de temps on n'a pas eu de médecin sur cette île ? Quasiment une dizaine d'années. On avait quand même un médecin du continent qui venait quelques jours par semaine, qui restait parfois le week-end. C'est un dispositif qui s'est arrêté parce que c'est beaucoup de contraintes quand même de venir régulièrement sur l'île. Donc il nous a fallu du temps, mais mettre en place aussi les conditions pour permettre que le médecin reste sur l'île. Donc à la fois l'outil de travail, on l'a vu, le cabinet médical, mais aussi l'hébergement, le logement. Et qu'aussi la caisse primaire d'assurance maladie prenne en compte que quand un médecin est là, et comme à Ouessant, 24 heures sur 24, d'une grande disponibilité, qui peut répondre aussi aux appels du SAMU, du 15, ça permet aussi de contrebalancer un surcoût qui peut être là, mais quelques économies parce que le médecin est sur place. Et le surcoût, justement, vous aviez un chiffre à nous communiquer, Jérôme ? Et oui, un chiffre qui pose parfaitement le problème qu'il peut y avoir de vivre sur une île. C'est tout simplement donc celui du surcoût. Eh bien, en moyenne, le surcoût estimé sur les îles du Ponant serait de à peu près 40% par rapport au continent, un différentiel que l'on retrouve par exemple dans les produits liés à la construction de bâtiments. Denis Paluel, comment fait-on face à cet inévitable coup de massue économique ? Écoutez, pour les gens, ils se débrouillent. Il faut savoir que les îles ont cette image un peu de carte postale de vie rêvée, comme vous l'avez dit. Mais les gens qui vivent à l'année, c'est des petits salaires, c'est des revenus moyens faibles. Donc c'est un vrai souci, cet effet de ciseau de gens qui ont du mal à y arriver et qui sont confrontés à des surcoûts très très importants. Surcoût aussi pour les communes, et l'association fait des propositions à l'État pour que dans les dotations pour les communes, il y ait une réelle prise en charge de ces surcoûts, parce que on se rend compte qu'à un moment on n'y arrive pas. On va se replonger un peu plus d'un an en arrière sur votre île, Denis Paluel, qui a reçu en juillet 2015 la visite du Premier ministre Manuel Valls, un déplacement pour signer un contrat État-région Île-du-Ponant prévoyant une enveloppe de près de 10 millions d'euros sur 5 ans. Enveloppe, Denis Paluel, à la hauteur des chantiers à mener selon vous sur les îles du Ponant ? Oui, on n'est pas du tout inquiet sur le degré de consommation.
Et c'est très original parce que, enfin, encore une fois, c'est l'association qui, je dirais pas qui gère, mais c'est l'ensemble des maires qui chacun présente ses projets. Et il n'est pas question de répartition au pourcentage en fonction de la population. C'est sur des projets et ça nous permet effectivement de faire beaucoup de choses. Alors, est-ce que c'est suffisant? Je n'en sais rien parce que mes collègues maires sont tellement imaginatifs que ils n'arrêtent pas d'en avoir. Mais pour le coup, l'association des élus de Ponant a été un peu créée pour ça aussi, pour avoir un rapport de force plus intéressant avec l'État. Oui, tout à fait. Au départ, on appelait ça la promotion, la protection des îles. Mais enfin, en même temps, on n'est pas là non plus uniquement pour se plaindre. On est là aussi pour montrer que les îles vivent ont des projets. Et c'est vrai que tout le travail, notamment sur les entreprises, sur l'économie qui a été fait, montre aussi que voilà, la difficulté oblige à être imaginatif, à être créatif. Et ça, c'est un élément très important pour nous. Alors si on regarde de quelle façon l'économie des îles se répartit, il est assez surprenant de voir que le secteur primaire ne représente que 14%, et encore plus surprenant, en tout cas pour moi, le secteur de la pêche ne représente que 7% de l'économie des îles. Louis Brigand, de quand date cette crise de la pêche ? Bien, c'est un phénomène qui remonte à partir des années 50. On voit un effritement là, de la pêche. Aujourd'hui, effectivement, c'est assez singulier. Des îles qu'on pourrait imaginer complètement avec des activités tournant autour de la mer. La pêche, oui. Il n'y a plus de pêcheurs, quoi. Donc c'est une réalité. Et effectivement, aujourd'hui, le secteur de la pêche et de l'agriculture, l'agriculture, il y a encore plus d'actifs, mais le secteur de la pêche n'est plus un secteur dynamique. Pour autant, il y a encore un potentiel très important. Sylvie Groc, Denis Paluel, comment il a évolué le tissu économique sur vos îles respectives ? Bien, nous, la pêche, qui était la première économie de l'île, a beaucoup chuté. On avait des méthodes de pêche qui se font supprimer au cours des années. Donc, on a beaucoup de mal. On n'a plus que 9 bateaux, donc 9 bateaux hauturiers à la pêche hauturière. Donc, ça a beaucoup diminué et c'est le tourisme qui a pris le dessus. Évidemment, maintenant, c'est la première économie. Surtout que le tourisme, c'est aussi le bâtiment, le secteur du bâtiment et puis le secteur commercial, bien sûr. Denis Paluel ? Écoutez, à Ouessant, c'était un petit peu différent par rapport à l'île Dieu, parce qu'on n'a pas vraiment de port abrité, donc la pêche professionnelle n'a jamais été très développée. Il reste 3 ou 4 bateaux. Et auparavant, la plupart des hommes étaient marins de commerce au long cours. Donc c'était un système assez original où les hommes voyageaient, je dirais, ils partaient des mois, voire plus, et pendant que les femmes assuraient la subsistance à travers l'agriculture. Alors ce système s'est écroulé, évidemment, comme dans beaucoup d'endroits dans les années 60. Et aujourd'hui, on essaie de retrouver un équilibre. Alors il y a le tourisme qui joue sa part, mais avec d'autres activités, parce qu'il faut absolument différencier. Alors par exemple, il y a une société aquacole qui s'est créée, qui travaille les algues et qui en élève. Et puis voilà, il faut absolument qu'on retrouve un équilibre, que ce ne soit pas une économie monotouristique, parce que c'est très fragile. Justement, on va en parler du tourisme, mais juste un mot avant avec Volin Burnet. Vous dites que le plus difficile, c'est de pouvoir fixer un artisan ou une PME sur l'île. Pour quelle raison ? Je dirais qu'il y a 2 raisons. Déjà, l'île d'Aix est à 20 minutes du continent, donc il est facile d'y venir, mais il est facile le soir de retourner sur le continent. Donc quelque part aussi, parfois, la proximité du continent fait que on peut avoir une activité économique sans s'installer sur l'île. Donc ça, paradoxalement, ça peut être un handicap. Et vous dites que c'est viable d'avoir une PME sur l'île d'Aix, par exemple. La difficulté que nous avons, c'est le foncier. C'est-à-dire pouvoir fournir des locaux aux artisans. Actuellement, sur cette île, la plupart des locaux, c'est encore le Second Empire qui fournit les logements. Voilà. C'est-à-dire que les artisans sont dans des casemates, sans eau, sans électricité, avec des portes qui ne sont pas forcément adaptées pour entrer dans les locaux. Donc on a encore un gros travail à mener pour requalifier, fournir des outils de travail corrects aux artisans. Mais j'espère qu'on sortira de la zone de solidarité de Xynthia et que la demande que nous avons faite auprès de l'État pour récupérer une des habitations, pour y mettre des artisans, sera entendue. Il y a urgence, oui. Sylvie Groc, vous y faisiez allusion au tourisme. On va prendre le temps de regarder un chiffre. 2 400 000, c'est l'estimation du nombre de passagers ayant fait un aller-retour vers les îles du Ponant sur un an. C'est la ressource essentielle de tourisme pour une île comme la vôtre, c'est ce que vous disiez. Oui, c'est la première ressource et comme le disait Denis, on voudrait surtout pas qu'elle soit que dirigée vers le tourisme. Donc on cherche
à faire venir des artisans. Et le principal problème, c'est le coût du transport, parce que transformer des produits, faire venir des matières premières coûte cher à l'arrivée, et il faut que ça reparte, et c'est le coût du transport fait que les entreprises ne peuvent pas créer sur l'île, quoi. Alain Burnet, l'île d'Aix dépend, je crois, à 95% du tourisme. Est-ce que c'est un chiffre que vous aimeriez voir tomber, vous aussi ? Oui. Oui. Et vous pouvez le faire Ça, c'est notre question. Hein. On va s'efforcer de le faire. C'est un long travail. Là encore, c'est en amenant des PME qui n'ont rien à voir avec le tourisme. Oui, la plupart de l'emploi sur cette île dépend du tourisme. Donc déjà une activité qui est saisonnière, qui commence à partir de Pâques et qui va jusqu'aux vacances de la Toussaint, puisque là on est en Charente-Maritime, donc la saison est peut-être un peu plus longue que dans le Finistère. Mais pour autant, on a besoin aussi d'avoir des emplois à l'année. Oui, mais pour être très concret, explique-nous quel type de PME peut s'installer sur l'île, ici par exemple, sur l'île d'Aix ? Je pense qu'on a beaucoup à faire autour de la formation, autour de l'environnement, mais aussi autour des services à la personne. Puisque actuellement, on a encore des aides ménagères, des aides médicales qui viennent du continent tous les jours pour assister les personnes, puisqu'on n'a pas suffisamment d'emplois à pourvoir sur cette île à l'année, avec la difficulté toujours de la problématique du logement. Eh oui, voilà. Économie, emploi, logement, des questions essentielles en premier lieu pour ceux qui vivent sur ces îles et puis pour ceux et celles qui veulent s'y installer. Il n'empêche, c'est pas si simple que l'on soit locataire ou acheteur potentiel. Illustration à Belle-Île-en-Mer avec ce reportage d'Adélaïde Castier et de Vincent Barse. Estelle est arrivée à Belle-Île il y a 15 ans comme saisonnière. Elle a d'abord logé en caravane, puis elle a voulu rester. Elle a eu 2 enfants. Il y a 2 ans, elle se sépare de son compagnon. Pas question pour autant de retourner sur le continent. Mais il faut trouver un nouveau logement en location. La situation peut vite virer au cauchemar. Après 1 an d'attente, la jeune femme se voit finalement attribuer ce logement social à Bangor, la seule solution compatible avec ses revenus. Il y a tellement de demandes sur Belle-Île en logement HLM. Et il y a tellement peu de logements que, il y a un moment donné, faut savoir être patient, quoi. Et pas trop exigeant non plus, je pense aussi. Parce qu'il faut prendre ce qu'il y a. Et moi, si j'avais dit non ici, je crois qu'il n'y en a pas d'autres sur Bangor qui se sont libérés depuis. Il existe 200 logements sociaux à Belle-Île, d'anciennes friches réhabilitées comme cette ancienne école maternelle transformée, ou des constructions neuves. Là où ça coince, c'est que l'espace foncier sur une île est très vite limité. La problématique des îles, c'est la rareté du foncier. Et dans la perspective de l'établissement de nos plans locaux d'urbanisme qui doivent se mettre en place avant mars 2017, eh bien, on a un problème à résoudre sur les extensions possibles de nos villages et de nos bourgs. Donc nous sommes très contraints à la fois par la loi littorale et maintenant par la loi Allure. Et ça va poser un vrai souci de disponibilité foncière. À Belle-Île, seule île du Ponant toujours en croissance au niveau de sa démographie, c'est une centaine de personnes qui arrivent chaque année sur l'île. Et tu dis à papa ce que tu as eu là ? Une carte d'invitation. Lors de leur emménagement à Belle-Île, Mévéna et Florian ont dû faire face à la problématique du logement, des offres de location limitées, des tarifs élevés, des logements petits et un marché immobilier peu ouvert aux gens qui veulent s'installer à l'année. Les propriétaires, quand ils vendent, ils font un petit peu ce qu'ils veulent, alors que c'est vrai que quand on cherche, quand on ne trouve pas, on a le petit regret de voir des maisons partir à des secondaires quand des familles qui voudraient rester sur Belle-Île cherchent à se loger. Mais là, on ne peut pas forcément intervenir dessus, quoi. Non. Au moment où on a cherché, il y a eu une opportunité qui nous convenait et qu'on a saisie. Mais on peut pas toujours avoir cette opportunité ou cette chance à un prix acceptable, c'est-à-dire un prix acceptable à Belle-Île, c'est moins de 300 000 €, parce que c'est rare de trouver des biens sans avoir de gros travaux à faire à ce prix-là. Lorsqu'ils étaient en location à Belle-Île, 60% du salaire de Florian passait dans le budget logement. Depuis que le couple est propriétaire, ils ont retrouvé un équilibre financier, même si le coût d'achat reste élevé, mais la qualité de vie, ça n'a pas de prix. De retour sur le plateau de l'émission spéciale consacrée à la vie sur les îles du Ponant. Nous sommes toujours en direct de l'île d'Aix. Alors on l'a vu, un des problèmes sur les îles, c'est l'importance du nombre de résidences secondaires. Et après avoir fait le tour de l'île d'Aix ces derniers jours, on mesure très bien ce problème. Alain Burnet,
on va parler du prix de l'immobilier juste après, mais est-ce que des solutions peuvent être trouvées pour éviter ou pour amoindrir ce problème des maisons vides pendant au moins 6 mois de l'année ? La piste qu'on a avancée depuis une quarantaine d'années sur cette île, c'est que la commune puisse faire des acquisitions foncières, reconquérir du foncier de manière à pouvoir créer du logement locatif. Voilà. Et de ce point de vue-là, on a fait de gros efforts depuis longtemps. Il fallait que ce soit des efforts constants. Maintenant, sur 450 maisons, il y a 130 résidences principales sur l'île et 80 logements locatifs. Voilà. 80 logements locatifs qui ont été portés par la commune, les bailleurs sociaux, avec maintenant une difficulté quand même, c'est qu'on règle le problème du logement social. Par contre, pour les revenus intermédiaires, on a encore une difficulté, puisque là, on est beaucoup moins aidé par l'État, par les bailleurs sociaux, parce que ça n'est pas forcément leur mission. Et sur le logement intermédiaire, on a encore quelques difficultés. Sylvie Groc, si concrètement, moi, je veux m'installer sur l'île Dieu après-demain, est-ce que je vais être confrontée aux difficultés du jeune couple qu'on a pu voir à Belle-Île ? Quelle offre ? Quel prix ? Est-ce que je vais avoir du mal à acheter si le budget est... Oui, certainement. Oui, le coût du foncier est très élevé. Le coût de la construction est encore plus élevé avec notre surcoût insulaire. Et il y a relativement peu de locations à l'année. Donc la municipalité, depuis 2001, a vraiment eu des programmes de construction de logements. Notamment, on avait une réserve foncière qu'on essaye de maintenir tous les ans, mettant dans le budget une part du budget pour acquérir des terrains et pour faciliter l'accès à la propriété pour les jeunes. Donc on a fait 2 lotissements, on a pas mal... On donne des terrains où on fait des baux amphithéotiques à une société HLM. Donc on a beaucoup amélioré les possibilités de logement, mais c'est pas encore suffisant. Et Denis Pelluel, même question, si je veux m'installer à Ouessant, ça va se passer comment ? Quelle offre ? Quel prix ? Écoutez, si vous avez beaucoup d'argent, vous pourrez acheter une maison. Sinon, je crois que le principal outil, effectivement, c'est quand même le logement locatif. Ouais. Parce qu'on est dans un marché... qui est libre, qui est concurrentiel. Et le seul moyen, c'est que la collectivité intervienne et ne peut pratiquement le faire que par le locatif pour éviter après des spéculations ou autre chose. Et on est confronté à cette difficulté-là. La rareté du foncier aussi. Alors chez nous, en plus, le parcellaire, puisque pour 1500 hectares, on a 50 000 parcelles. Et donc même la commune qui voudrait acquérir la surface du plateau de télévision ici, parfois il faut contacter 10 propriétaires ou ayant droit. Donc ça fait quand même une jungle un peu difficile. Mais encore une fois, le logement locatif, c'est vraiment l'arme qu'on a à notre disposition, qu'il faut développer. Ouais. Alors, on va vraiment dans le concret. Alain Burnet, si je veux acheter aujourd'hui une maison sur l'île d'Aix, je dois débourser combien ? Une toute petite maison avec une chambre, une cuisine, une salle à manger, une salle de bain. 500 000 euros. À 500 000 euros. 1,5 million d'euros pour une petite maison avec une seule chambre. Une des dernières acquisitions qu'a fait la commune, nous avons ardemment négocié le prix pour acheter l'ancien immeuble qui accueillait la Poste. C'est un bâtiment que nous avons acheté peu cher. 520 000 euros où on a créé 5 logements auprès de la Poste. Donc il va falloir que je demande une augmentation à mon rédacteur en chef. Et tout ça, effectivement, vous le rappeliez, on le rappelait aussi dans le reportage, tout ça se fait sur ces îles où, évidemment, c'est pas extensible et il faut pouvoir, Louis Brigand, trouver effectivement des idées, peut-être aménager des friches. Ça fait partie aussi des volets qui sont importants pour répondre à ces questions de logement. Je ne suis pas sûr que ce soit les friches qui régleront le problème. Le problème qu'on a aussi sur les îles, c'est qu'il y a une législation qui est très contraignante et qui n'est pas forcément adaptée à la superficie des îles qu'on évoquait au début de l'émission. Donc il y a effectivement une superposition de réglementation et puis aussi de la question du foncier qui était évoquée. Effectivement, on arrive à des coûts
extrêmement important et les solutions, elles ne sont pas du tout évidentes en fait. Et là, au final, le surcoût, il est de 40% pour l'achat d'une maison sur une île ou on est moi, je pense qu'on est bien plus élevé encore. Le coût de la maison, c'est un peu comme le marché des œuvres d'art, si vous voulez. C'est un peu irrationnel parce que des gens achètent une maison, ils n'achètent pas pour la maison, ils achètent pour le fait d'être sur une île. Et à la limite, peut-être plus l'île sera petite, plus ils vont payer cher parce qu'elle est petite. Enfin, je veux dire, c'est complètement irrationnel. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on peut, une municipalité, parce que vous avez le pouvoir de faire en sorte qu'une maison qui se vend soit prioritairement proposée à des gens qui s'installent toute l'année sur l'île? Non, clairement non. On n'a pas d'outils. Aucune arme légale pour ça. On n'a pas d'outils juridiques pour ça. Alors ce qu'on fait aussi, c'est qu'on récupère des bâtiments de l'État. Je pense que c'était fait aussi à l'île d'Aix. L'ancienne poste. Ouais. L'État était quand même très présent sur les îles, à travers les militaires, la Marine nationale, les phares et balises, chez nous par exemple. Et donc on essaie de racheter à l'État des biens pour les mettre en location. Mais c'est vrai que c'est totalement irrationnel parce qu'il y a des gens qui sont prêts à dépenser des fortunes pour avoir la vue sur mer. Et donc ce qui va arriver, je prends l'exemple à Ouessant, c'est que toutes les maisons dans les villages qui ont entre guillemets le cachet typique, elles vont échapper totalement aux gens de l'île et on reconcentre les gens dans le bourg, dans les logements sociaux ou autres. Alors après ça fait un vrai problème de fracture, et pas de fracture identitaire entre secondaires et principaux, mais une vraie fracture sociale. Et justement, vous demandez à avoir une arme juridique pour pouvoir éviter ce genre de problème ? Oui, alors je sais que ça existe dans d'autres pays où on peut limiter cet accès à la propriété. Pour l'instant, en tout cas, ça n'existe pas en France, à ma connaissance. Sylvie Groc, votre action se propose sur cette... Je dirais la même chose. On est dans le même pays, on est sous la loi française et je ne pense pas qu'on puisse faire des... Par contre, quand on crée par exemple des lotissements, nous on a voulu donner l'accès aux parcelles qui étaient évidemment à un prix bien moindre que le prix normal des terrains. Et là, on a pu demander, on a pu faire que les gens qui, pour avoir accès à cette propriété, soient des gens qui vivent sur l'île à l'année. Jeunes ou pas jeunes, mais des premiers accédants et qui vivent sur l'île à l'année, qui travaillent sur l'île à l'année. Ça, on peut le faire parce qu'il y a des jurisprudences qui... il y a eu des cas, par exemple, en Vendée, donc on s'est raccroché à ces cas-là pour dire on peut le faire. Est-ce que c'est moins compliqué ? On a bien vu que c'était très compliqué aussi pour Ouessant, mais pourtant, on sait bien que vous êtes des îles, celles qui sont les plus éloignées, qui demandaient à ce que des gens viennent chez vous, surtout des commerçants ou des artisans, et là vous ne pouvez pas leur promettre, leur promettre une maison, tout simplement. C'est plus possible ? On a des listes d'attente aussi de gens qui vivent sur l'île et qui seront soit mal logés ou qui restent dans leur famille, chez leurs parents, alors qu'ils travaillent, ils ont une famille. Donc non, c'est très difficile aujourd'hui d'avoir un paquet cadeau complet, le boulot, le logement et venez. Non, c'est pas la réalité en tout cas. Après, il y a encore une fois des différences selon les îles. Mon collègue Alain citait des chiffres à l'île d'Aix. Il y a d'autres endroits où ça reste un petit peu moins cher. Donc si vous voulez venir, venez à Ouessant, c'est un peu moins cher qu'à l'île. Je prends bonne note. Les îles du Ponant, territoire engagé aussi, on va le voir dans les questions, les actions de transition énergétique, à commencer par Ouessant-Saint-Molène, qui se sont officiellement lancées dans un pari atteindre les 100% d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. On voit cela au travers d'un reportage tourné il y a quelques jours, début septembre, par Jean-Pierre Livinec et Julien Lebotte. Nous allons procéder au lancement opérationnel. Le top départ de la transition énergétique des îles du Finistère a été donné hier par Dominique Masson, le maire de Molène. Sur l'îlot de l'Édénès-Vraz, les anciennes cabanes de Guémonier seront transformées en gîtes totalement autonomes en énergie grâce à des panneaux photovoltaïques. Tout un symbole sur Molène, où 600 mètres cubes de fioul sont brûlés chaque année dans cette centrale thermique pour produire l'électricité consommée sur place. Si on arrive à faire comprendre aux gens que l'électricité sur Molène, elle est polluante et elle coûte cher aux contribuables, et qu'on a tout intérêt à faire valoriser ce qu'on a sur notre île, je crois que ça commence déjà, ça émerge tout doucement. Changement des huisseries sur les habitations, distribution d'ampoules LED à basse consommation, une politique d'économie d'énergie est menée en direction des habitants. 85% d'économie d'énergie par rapport aux lampes classiques. Là, je paierai moins cher d'électricité avec ça. Les gens vont profiter, ils ont 7 ampoules gratuites là, par maison. Donc ils vont profiter de cette occasion pour commencer.
Et puis après, bon, quand ils verront que ça devient plus économique au niveau du coût, ça va peut-être les inciter à garder ce principe. Réduire la consommation d'énergie, favoriser de nouveaux usages, produire localement à partir de sources renouvelables, l'hydraulique, le photovoltaïque ou l'éolien, et réduire d'autant la consommation d'énergie fossile sur les îles. Les esprits sont mûrs, les acteurs sont prêts à s'engager, donc on ne va pas les freiner. Donc il faut partir dans tous les sens parce que les gens ont envie de faire. Donc c'est ces envies-là qu'il faut qu'on arrive à valoriser et à faire que tout reste cohérent et surtout que l'objectif qu'on s'est donné d'une autonomie énergétique des îles à l'horizon 2030 soit atteint. Un programme expérimental d'économie d'énergie et de gestion durable des ressources qui devrait être décliné à terme sur l'ensemble des îles du Ponant et même à plus grande échelle. Et retour sur ce plateau en direct de l'île d'Aix à l'occasion de la 5e édition des Insulaires, le Festival des îles du Ponant. Denis Paluel, je me tourne vers vous parce que effectivement vous êtes engagé dans cette transition énergétique et vous êtes aussi précurseur au travers de la fameuse hydrolienne. Parlez-nous de cette hydrolienne qui va être très prochainement là, de nouveau immergée cette fois pour 3 ans. Oui, tout à fait. Alors juste un petit rappel, vous l'avez dit dans le reportage, la particularité de Ouessant-Saint-Molène, c'est qu'on n'est pas relié au réseau national. Oui. Donc il y a chacune une centrale au fioul. Ouais. Voilà. Et donc il y a plusieurs années, on a été contacté par une société bretonne d'ailleurs, Sabella, donc qui a mis au point une machine, une turbine qui fonctionne avec le courant des marées, puisqu'on a la chance d'avoir au sud d'Ouessant ce qu'on appelle le courant du Fromver, qui est un des plus puissants d'Europe, avec le Rabre Blanchard, avec des courants qui peuvent aller jusqu'à 7-8 nœuds. Et en plus du fond, parce qu'il faut que ça soit pas, pour qu'il n'y ait pas l'effet de la houle, il faut immerger au moins à 40-50 mètres, ce qui est le cas. Donc elle a fonctionné, elle a été relevée pour vérifier certains points. Elle va être immergée de nouveau à la Morteau du mois d'octobre. Et puis pendant 3 ans, ils vont poursuivre l'expérimentation avec un objectif d'ici, je pense, 2020, qu'on puisse arriver à 60-70% d'autonomie. Alors, par l'hydrolien, mais aussi l'éolien et le photovoltaïque. Ouais, parce qu'aujourd'hui, plus de la moitié de l'énergie consommée à Ouessant provient des produits pétroliers et 75% des logements sont chauffés à l'électricité. Alors quand vous dites qu'avec l'hydrolienne, vous passez du statut de très en retard à celui de en avance sur les autres, hein, c'est ça? Précurseur. C'est comme ça que ça marche, oui, tout à fait. Et cette expérience, elle intéresse aussi beaucoup de gens. Depuis qu'il y a eu cette hydrolienne, on a eu des gens d'Indonésie qui sont venus, des Inuits du Grand Nord canadien. Donc voilà, il y a aussi un débouché pour l'ensemble des îles du monde. Mais quand même, en 2016, distribuer des ampoules basse énergie, là, clairement, le retard, c'est impressionnant parce que ça pouvait pas être fait avant. Écoutez, oui, certainement. Mais bon, voilà, il y a des partenariats qui sont mis en place avec des collectivités, EDF, etc. Et je pense aussi que les gens sont plus sensibilisés parce que finalement, pour nous, centrale au fioul, on paye le même prix que sur le continent. Tout va bien, quoi. Et c'est sécurisant. Mais voilà, il y a cette prise de conscience générale et sur les îles aussi. Alain Burnet, vous qui êtes sur l'île la plus au sud des îles du Ponant, j'imagine que vous suivez avec beaucoup d'attention cette aventure de l'hydrolienne dans le secteur de Ouessant, exemple à suivre. Oui, je trouve ça assez fascinant d'arriver à développer de nouvelles technologies et que les îles y participent. Voilà, on peut être très en retard sur certains sujets et permettre des avancées parce que les îles, c'est un petit peu comme puisque là on est quand même dans le pays du cognac, c'est un petit peu les petits rosiers au bout des rangs de vignes, quoi. C'est les îles, elles permettent de détecter aussi des symptômes qui peuvent arriver et elles sont là aussi pour éclairer et veiller aux changements qui peuvent arriver et ce qui se fait dans le Finistère. Alors la fourniture des ampoules économie d'énergie, il y a 3 ans, on l'a fait à l'île d'Aix, mais dans le cadre des îles du Ponant également. Mais on est relié au continent. Voilà, donc, vous êtes relié par un câble. Il y a 2 câbles sous-marins qui nous alimentent. Il y a 6 autres îles comme ça du Ponant. Mais il faut rappeler quand même toujours aux habitants, mais des îles comme ailleurs, que l'énergie, c'est un bien précieux. Alors Sylvie Groc, vous à l'Île-Dieu, vous avez un projet de parc éolien offshore, alors franchement d'envergure, puisqu'il s'agit d'un parc de 62 éoliennes réparties sur 82 km² et situé à une quinzaine de kilomètres de l'Île-Dieu et de la presqu'île de Noirmoutier. Un projet qui devrait coûter 2 milliards d'euros et qui pourrait être opérationnel, je crois, en 2021. Pourquoi un si gros projet ?
C'était l'appel d'offres de l'État. Il fallait, le parc devait faire 500 mégawatts. Donc voilà, c'est 62 éoliennes. Ce sont des éoliennes, des nouvelles éoliennes qui seront de 8 mégawatts. Les éoliennes actuelles, je crois, c'est 5 mégawatts. Donc ce sont des très grandes éoliennes. Ce qui pose évidemment le problème de l'impact visuel, qui est moindre pour l'île-Dieu. Selon la disposition du parc, nous, on va avoir un petit côté du parc vraiment en vue. C'est plus important pour Noirmoutier, ce qui explique que l'opposition vient plus des gens de Noirmoutier que des gens de l'île-Dieu. Et nous à l'île-Dieu, nous sommes, comme les autres îles, très sensibles à la transition énergétique. Donc le projet ne nous déplaisait pas du tout. Et en plus, pour nous, c'est une formidable opportunité pour créer des emplois. Donc on a soutenu ce projet à bloc. Et je peux dire que la grande majorité des îlets le soutiennent. Mais on a lutté pour avoir la maintenance journalière, c'est-à-dire avoir des emplois sur l'île, des bateaux qui vont aller régulièrement entretenir les éoliennes. Et ça, c'est très important parce que c'est quand même, ça va nous apporter à peu près 70 emplois. 70 emplois, ça peut être aussi des familles qui viennent, des enfants qui viennent à l'école, et voilà. Et je précise aussi qu'il y a, dans un autre registre, nous avons aussi une ferme d'éoliennes flottante qui doit être installée au sud de l'île de Groix, horizon 2019, un projet de ferme pilote. Louis Brigand, vous n'avez pas encore entendu sur cette question, mais là on voit bien que les îles sont aussi précurseurs dans ces filières naissantes des énergies marines renouvelables, par exemple. Oui, mais les îles ont souvent été des précurseurs. La première école de pêche, elle a été créée à l'île de Groix. Et effectivement, dans le domaine de l'énergie, les îles bénéficient d'un ensoleillement plus important que sur le continent. Il y a la mer avec les courants, il y a le vent pour les éoliennes, donc il y a des champs d'expérimentation très importants. Et c'est évident que les îles aussi sont souvent des laboratoires. Ouais. Et là, on est vraiment dans le cas précis où effectivement, dans le domaine énergétique, on peut innover et servir de vitrine. Alors, puisqu'on approche de la fin de cette émission, j'ai envie de savoir, vous quatre, quel est selon vous l'avenir des îles du Ponant? De quoi sera-t-il fait? Est-ce qu'on va voir de plus en plus de personnes s'installer durablement sur ces îles ou pas? Alain Blonnet. Je dirais que on le verra si on arrive à mettre en œuvre tout ce dont on a évoqué pendant cette émission. Donc ça nécessite de la ténacité dans la volonté de porter les projets, la capacité aussi à fédérer les solidarités nécessaires, puisque les îles seules n'y arriveront pas. Donc, et de ce point de vue-là, les collectivités locales, l'État, on sollicite régulièrement leur bienveillance, mais les îles aussi sont un formidable cadeau à la vie humaine et à la nature. Donc la solidarité qu'on peut être légitimement solliciter parfois, les îles savent aussi la rendre. Denis Paluel. Écoutez, moi je dirais que pendant longtemps, les gens des îles ont habité sur leur île par nécessité. Ils sont nés là, c'était comme ça. De plus en plus, c'est un choix. Et donc, voilà, c'est porteur d'avenir. Alors, sur la démographie, on en a parlé. C'est sûr qu'il y a eu un fort déclin. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est de regarder, par exemple, des indicateurs comme le nombre d'enfants dans les écoles. Même si les populations se redimensionnent à un niveau plus bas, on ne retrouvera pas des périodes où il y avait des milliers d'habitants parce qu'il y avait la pêche, il y avait la marine de commerce. On ne retrouvera pas, je pense, ce niveau. Mais si on peut maintenir cette vie permanente sur les îles, je pense qu'on aura gagné, mais ça sera toujours un combat. Mais en même temps, c'est ça qui est enrichissant, c'est ça on ne peut pas s'asseoir sur nos lauriers qu'on n'a pas. Même chose pour vous C'est exactement pareil, c'est la même situation et l'espoir c'est de faire venir des gens qui restent sur l'île et qui vivent sur l'île. Mais il y a une recrudescence quand même Louis Brigand, dans les temps antiques et jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'île était synonyme de prison. Depuis l'ère des loisirs, elle est devenue le lieu de rêve, de villégiature, voire le lieu pour changer radicalement de vie. On en a parlé en début d'émission. Comment, selon vous, sera perçue l'idée de l'île dans les décennies à venir ?
Écoutez, ça, je ne pourrais pas répondre à votre question. Mais pour rebondir tout de même, dans les années 50, le professeur Guilcher, qui était originaire de l'île de Sein, un grand géographe, annonçait que les îles, il fallait imaginer peut-être la fermeture des îles, comme ce fut le cas pour certaines îles en Écosse. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? C'est pas du tout ça. Il n'y a jamais eu autant de monde dans les îles que maintenant. Et si on compte les gens qui sont, tu as donné les chiffres là, c'est énorme les gens qui passent sur les îles. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Il n'y aura pas de dépeuplement des îles, et au contraire. Mais en revanche, où la situation est très délicate. Il va falloir gérer justement l'afflux. C'est gérer l'afflux et puis aussi faire en sorte qu'il y ait des gens qui y vivent, qui s'y installent. Et où on a évoqué au cours de l'émission tous ces facteurs limitants et le travail, il est à faire là. Je suis pas inquiet pour l'avenir des îles. Sauf peut-être quand même, on l'a pas du tout évoqué, mais c'est que le niveau de la mer il monte. Et ça peut avoir certaines conséquences. Surtout à Molène, paraît-il. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation pour ce numéro spécial. Et merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour cette spéciale à l'occasion donc de la 5e édition des Insulaires, le Festival des îles du Ponant. Et merci à l'île d'Aix pour son accueil. Merci aux équipes qui se sont mobilisées. Il y avait juste une petite question que je voulais vous poser, parce qu'on en a un petit peu parlé en préparant cette émission. Il y a un label produit des îles qui va sans doute bientôt arriver. Oui, ça c'est une très belle réalisation là, de l'association des îles du Ponant, en partenariat d'ailleurs avec l'université, pour comme en parler. Et du coup, effectivement, on est en train de mettre en place une marque qui serait une marque produite dans les îles, dont on peut espérer qu'elle sera effectivement permettra le développement d'activités qui permettront à des gens de rester sur l'île. Et toute dernière question très rapide s'il vous plaît, qui sera le prochain hôte du festival des îles du Ponant? Alors, on va l'annoncer avec quelques minutes d'avance ici, parce que je dois l'annoncer tout à l'heure. Allez, dites-nous. Eh bien, la prochaine édition se fera à l'île de Bréa. Eh bien voilà, à Bréa. Merci. Et plein de bonnes choses aux îles du Ponant. Au revoir, merci. Au revoir. Merci à vous.